Je vais vous raconter une anecdote, Monsieur Moda. Une histoire réelle qui s'est passée au Cameroun. Racontez-nous. Oui, il s'agit d'un responsable qui a assuré l'intérim dans un poste de responsabilité important au Cameroun. Un jour, il reçoit 2 messagers venant de la présidence de la République. Ces 2 messagers arrivent avec une enveloppe et lui tendent l'enveloppe. Et quand il ouvre l'enveloppe, il trouve que c'est sa nomination. Son décret de nomination. Son décret de nomination. Content, enthousiaste, il décide donc de... En fait, les messagers lui disent il vaut mieux appeler d'abord le responsable au palais. Et effectivement, il prend son téléphone, il appelle le responsable au palais, et le responsable lui pose la question « Youmania lankalate ». Il dit Mamania lang. Bon, il dit sebe katouona ou bon. Traduction. Est-ce que tu as fini de lire la lettre? Oui. Il dit j'ai fini de lire la lettre. Il faut donc qu'il te fasse. Il faut que tu fasses ce qu'ils te demanderont de faire. Le monsieur s'est retrouvé en train d'être couché dans son bureau. L'un filmant, l'autre en action sur lui. Le monsieur, il est vivant. Celui dont je vous parle, le monsieur est vivant. Le monsieur criait sa secrétaire et entendait les pleurs de son patron. Hallucinant. Et pour signer l'acte, c'est au secrétariat, devant la secrétaire, qu'ils sont venus ajuster leur ceinture. Comme pour dire, c'est le diable qui règne désormais ici. Votre patron là n'est rien. Ça, ce sont les œuvres du régime de Paul Biya. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous essayez de préciser, de faire une distinction entre l'homosexualité de plaisir et l'homosexualité en fait de contrainte qui sont présents, très présents dans nos États africains et notamment au Cameroun. Mais oui, il n'y a pas, je vais vous le dire avec précision, c'est tout ce qui pose ces actes-là au Cameroun. Ils sont hétérosexuels, plus. C'est des gars qui ont 10 maîtresses, 15 maîtresses partout. Toutes les petites, ils discutent, les petites à Yaoundé avec vous. Ils montent, ils descendent à Douala, ils me disent, ils ont les petites partout. Mais ils ne le font pas parce que, déjà, vous leur présentez un homosexuel à proprement parler, il va le persécuter. Ils n'ont rien à faire avec les homosexuels. Eux, c'est du satanisme pur et dur. Ils veulent se mettre derrière les jeunes garçons, les petits garçons, pour aspirer l'énergie qui leur donne le pouvoir. C'est en faisant des incantations sataniques. Est-ce que ce qui se dit, ce qui se raconte, un ancien secrétaire général de la présidence de la République en a parlé? Monsieur Moda, vous me rappelez là quelque chose de très important. Vous me parlez de monsieur Titus Edouard, ancien secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, ami personnel de Paul Biya, médecin personnel, compagnon avec qui il a cheminé pendant plus de 30 ans, a commis tout un livre. Dans ce livre, il explique comment ils boivent du sang humain dans les coupes de champagne, des orgies. Mais c'est trop grave, monsieur Moda. C'est ça le régime de Paul Biya. C'est ça la réalité. Je ne suis pas dans le fantasme. Des gens vont peut-être croire que j'ai une affaire particulière. Non, c'est de la réalité. C'est même pire que ce que les gens peuvent croire. Monsieur le commissaire Ebene. Oui. Commissaire Ebene, vous allez de révélation à révélation. Vous êtes pourtant en exil depuis 18 ans. Pourquoi maintenant? Que les gens comprennent que je suis en exil depuis 18 ans maintenant. Mais c'est vrai, je suis resté tranquille
Et aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un cycle. Biya s'en va. Et le système qu'il a créé risque de survivre. À son départ. Si nous ne faisons rien, si nous ne nous battons pas pour nos enfants, le Cameroun et nos enfants sont à jamais perdus. C'est pour ça que je me suis levé. Tout au moins, j'ai décidé de m'ouvrir aux Camerounais, de parler à la jeunesse camerounaise, de leur dire, nous sommes à un tournant de notre vie, de notre pays, de la vie de notre nation, la vie de notre peuple. Notre peuple va-t-il subsister ou va-t-il mourir? Monsieur le commissaire Abéné, Oui. vous êtes un commissaire avec des états de service très élogieux. Mais là, vous épanchez. Que faites-vous de vos devoirs de réserve? Mais, monsieur Moda, quel droit de réserve? Droit de réserve? Vous me parlez de droit de réserve? Alors que nos enfants sont en train d'être détruits au Cameroun? Attendez, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a moins d'un mois, que dans le propre département de Paul Biya, un enfant de 12 ans a été violé par le responsable de l'élection de la zone. Il a été, c'est de la présidence. La gendarmerie a arrêté le monsieur de plus de 45 ans. Il a été, c'est de la présidence qu'on a appelé pour qu'on libère le monsieur. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez un seul instant pensé à l'avenir de cet enfant? Cet enfant est détruit. Et il s'agit de 100 à 100 millimètres, le département de Paul Biya. Vous allez me dire que Paul Biya n'est pas au courant? Certainement pas. Et puis, vous croyez, vous me parlez de droit de réserve, M. Moda. Quand nous serons vieux, vous pensez que je serais ravi de voir mes petits-enfants venir avec le derrière détruit? Vous pensez que c'est possible? Les Camerounais ne connaissent pas leur pays. Il faut leur parler, il faut leur dire que nous sommes en train de partir à la perdition. Notre pays est presque à l'agonie et ça ne peut pas aller. Réserve ou pas réserve, à l'heure actuelle où je vous parle, je parlerai. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Si je ne sais que parler, c'est pour le peuple camerounais, pour la jeunesse camerounaise, pour la jeunesse africaine que je parlerai. C'est Aimé Césaire qui le disait. Monsieur Moda, dans le gouvernement actuel de il y a un ministre, je vais vous donner plus d'indices. Il vient de l'Est Cameroun. Ce ministre couche sa fille depuis qu'elle est toute petite. Vous qui venez du Nord Cameroun, vous qui êtes originaire du Nord Cameroun, est-ce que ça passe dans votre culture? Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui d'un cas assez particulier. Il s'agit d'un phénomène qui est déjà assez répandu, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon. Alors, ça n'exclut pas aussi certains autres pays. Vous allez donc constater que ces pratiques sont faites par les pays qui sont sous gouvernance de la France. C'est pourquoi je tire un chapeau à l'AES, ces pays-là qui ont décidé de couper ce lien énergétique maléfique avec la France et avec ces loges-là. Et il faudra noter que ce n'est pas la France en tant que telle qui est le problème. C'est ces pratiques qui sont faites par un groupe de personnes en France et qui est donc imposé à certains pays africains. Alors, vous avez donc des pratiques assez destructives et nocives
qui seront donc imposés dans l'administration. Comme vous avez suivi ce monsieur parler, c'est pas la première fois que je vous fais écouter, suivre l'une de ses vidéos. Il explique très bien ce qu'il a vécu. Et certaines personnes pensent encore que c'est juste des histoires à parler, mais ce sont des phénomènes qui sont réels. Vous qui écoutez, vous qui suivez cette vidéo, vous qui avez vécu dans ces zones-là, d'Afrique centrale, vous savez que c'est vrai. Et peut-être parmi certains d'entre vous, il y en a qui ont vécu de pareilles situations. Un monsieur qui va donc faire des pratiques sympathiques telles que boire du sang, se retrouver, organiser des partous ou participer à des partous, des orgies et toutes ces activités sympathiques, c'est une personne généralement qui est possédée. Quelqu'un ne va pas se lever un matin et commencer à désirer et aller coucher avec ses propres parents, par exemple l'inceste, aller coucher avec ses propres parents, coucher avec ses propres enfants ou ses petits-enfants. Quelqu'un ne va pas le faire tout simplement. Les gens qui le font, généralement, c'est parce que ces personnes sont possédées. Comment est-ce qu'elles sont possédées? Elles sont possédées par des entités iséfétiques qu'elles ont reçues pendant les initiations dans les loges auxquelles elles appartiennent. Voilà, telle personne est dans la loge X ou Y, elle a reçu des initiations, elle a reçu des grades, elle a reçu également des entités maléfiques dans son corps, abrite des démons. Ça sera l'équivalent de ceux qui vont entrer dans les sociétés secrètes et aller prendre des totems là-bas. Ces esprits-là auront des caprices. Et pour que ces personnes puissent avoir de la force, entre guillemets, avoir du pouvoir spirituel, elles vont donc se dévouer à certaines pratiques telles que citées ci-dessus, voilà, elles vont se livrer à certaines pratiques pour pouvoir absorber l'énergie des autres. Mais en fin de compte, ces personnes-là finissent par être des chiens de chasse, parce que c'est pas ça qui va les donner une santé éternelle, ou même la vie éternelle, non. Elles finissent par être des chiens de chasse, c'est-à-dire que vous allez puiser l'énergie sur vos enfants, puiser l'énergie sur vos proches, en disant que ça va vous permettre d'avoir plus de chance, d'avoir plus de force. Mais en fin de compte, ceux qui vous ont donné le poste dans lequel vous êtes viendront aussi puiser vos énergies. Et cela va souvent à l'extrême. Vous savez, comme on le dit souvent, c'est vrai que chez le Kamit, on ne parle pas souvent trop du diable, mais l'appétit du diable ne finit jamais. C'est-à-dire que au départ, on vous demande de faire 2 ou 3 trucs pour que vous ayez le poste, mais après, ça ne fait qu'aller crescendo. J'ai partagé, il y a de cela quelques années, l'histoire d'un jeune homme qui vivait au Gabon. Il avait été coopté dans, je ne sais pas trop, c'était la police ou la gendarmerie, bref, pour travailler au gouvernement et pour travailler à la présidence, autant pour moi. Et au départ, on avait demandé d'avoir des rapports avec 1 ou 2 personnes. Il a fait. Et pour finir, ça devenait de plus en plus amplifié, ça devenait de plus en plus intense, autant pour moi. Donc, on l'invitait à gauche, à droite, à aller coucher avec telle personne. Et quand il refusait, s'il faisait un peu semblant de la refuser, on disait qu'on va retirer la voiture qu'on lui a donnée, on va retirer sa maison, et ainsi de suite. Donc, il était devenu un esclave. Et ce sont des faits qui sont réels. Il est devenu un esclave. Et pour finir, il a décidé de se suicider parce qu'il n'en pouvait plus. Non seulement il avait de sérieux problèmes spirituels, mais il avait aussi apporté ces mauvaises énergies là dans son propre foyer. Vous allez prendre une énergie maléfique, des maladies, vous allez transmettre à votre femme et ces énergies négatives vont se retrouver chez les enfants. Et voilà, parce que vous utilisez votre femme, vous utilisez vos enfants et en fin de compte, vous aurez quoi? Il dit toujours, la chose la plus importante que vous laissez quand vous quittez ce monde physique, ce sont vos œuvres. C'est l'amour que vous avez partagé avec vos proches, l'image que vous avez laissée dans leur conscience. Si vous avez eu des enfants, après une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, une trentaine d'années, ces enfants se rendent compte que vous avez toujours été très négatif pour eux, vous avez toujours été la personne qui voulait en finir avec eux, ces enfants prendront à distance. Votre femme, c'est pareil. Alors, vous allez construire des châteaux, des villas, et vous allez rester seul dans vos villas. Et voilà, il n'y a pas plus malheureux que ça. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, ce que les gens doivent comprendre. Le plus important, c'est le bonheur.
Comme quelqu'un le dit souvent, on peut acheter le lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. Quand vous mourrez, vous laissez vos voitures, vous laissez vos maisons, vous laissez même votre téléphone, vous laissez votre compte bancaire, vous laissez tout. Mais il sera donc très important de vous poser la question, qu'est-ce que les gens diront de mon passage sur Terre? Même si vous avez laissé des monuments et fait semblant d'être correct, tôt ou tard on saura qui vous êtes réellement et ce monument sera détruit et jeté aux oubliettes. Vous verrez un peu partout dans le monde, comme je dis, c'est souvent bien de voyager. Vous verrez des gens dans des pays, que ce soit en Asie, que ce soit même en Amérique, un peu partout. Vous verrez des gens qui vivent leur vie tranquillement et de façon modeste, voilà, mais qui sont en paix, qui ont la paix dans leur conscience. Vous pouvez avoir une simple voiture, une maison qui vous suffit à vivre avec vos enfants. Dans tous les cas, quand vos enfants auront 25, 26 ans, ils quitteront la maison pour aller se chercher. Vous voulez construire un gros château, mais quand l'enfant aura plus de 25 ans, est-ce qu'il va rester dans ce château? Le but d'un enfant, ce n'est pas de rester dans la maison avec sa femme et ses enfants quand il devient mature. Non. Le but de l'enfant, c'est que quand il devient mature, il quitte la maison familiale et pas se chercher, essaie de créer sa propre famille. Mais si vous avez passé le temps à détruire vos enfants sexuellement, en volant les énergies, en les détruisant spirituellement, est-ce qu'ils pourront encore rayonner? Donc voilà la question que vous devez vous poser. Moi, je pense que l'enfant, c'est l'avenir. Vous devez faire tout ce qui est possible pour que l'enfant soit bien. Les parents, à l'époque, quand ils faisaient des pratiques mystiques, quand ils faisaient des rituels traditionnels, c'était dans le but de protéger la lignée, dans le but que les enfants aient de la chance, qu'ils soient protégés, qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent, qu'ils puissent être excellents dans le domaine dans lequel ils vont choisir d'exercer. Mais maintenant, ce n'est plus trop ça. Le parent va lui-même faire les traditions pour bloquer ses propres enfants, pour les empêcher d'évoluer, de peur que si les enfants évoluent, les enfants peuvent être mieux que ces parents-là. Voilà, donc vous verrez des parents maintenant qui sont en concurrence avec leurs propres enfants. Là, ça n'a pas de sens. Alors, celui qui est dans ces loges-là et qui arrive à ce niveau, il boit du sang, il organise des partous et tout, c'est parce que cette personne est possédée. Et vous, si vous êtes dans une famille pareille, il faudra prendre vos distances. Parce que dans tous les cas, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que avant de se réincarner dans une famille, on a été d'accord. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester là éternellement. On est dans une famille. Le temps de comprendre qui on est et de comprendre qu'est-ce qu'on a à faire. Et à un moment donné, vous pouvez prendre la distance. Ce n'est pas pour dire que vous ne faites partie de ces familles, vous pouvez prendre la distance. Parce que vous avez aussi vos propres principes et vos propres objectifs. Tandis que le parent a ses principes et ses objectifs. Si jamais ce parent-là n'est plus sous contrôle parce qu'il entre dans les loges, sachez que vous devez prendre les bonnes décisions en ce qui vous concerne. Tout en restant dans la mat, en gardant l'esprit de paix. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation. Au TEP et à très bientôt.